3, 2, 1. Come on! Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la scène Natexpo et comme vous le savez, chaque jour nous vous retrouvons ici pour des débats avec des spécialistes, des observateurs, des experts de la bio avec qui nous discutons des sujets qui font l'actualité de la bio et ce sans langue de bois. Alors, vous connaissez le principe, il est très simple, nous avons des invités à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, il suffit de nous faire un petit signe et on vous amènera le micro et là nous allons parler de santé. Alors, je vais faire un petit peu le malin en citant Brillat-Savarin. Brillat-Savarin, en 1825, disait « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Aujourd'hui, on pourrait presque adapter cette phrase en disant « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai comment tu vas te porter », tant il est vrai que l'alimentation a un rôle essentiel dans notre santé. Alors, au moment où certaines maladies atteignent des niveaux inquiétants, certains disent même stratosphérique, eh bien, la réponse est peut-être par la bio qui peut contribuer à améliorer notre santé, peut-être ou pas. C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente à l'instant. Marie-Françoise Brizard-Pasquier, bonjour Marie-Françoise. Alors, prenez votre micro, ce sera plus facile pour qu'on vous entende. Alors, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture, mais surtout agricultrice en Mayenne. Qu'est-ce qu'on produit chez vous dans votre ferme ? Alors, dans notre ferme, on vend du lait et de la viande que l'on produit exclusivement avec la ferme. Et tout ça en bio, bien évidemment. Oui. On reviendra d'ailleurs sur le côté bio et comment s'est fait le déclencheur chez vous pour passer au bio. Martin Rieussec-Fournier, bonjour Martin. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'Association Mutuelle pour la Santé Planétaire. Alors, expliquez-moi ce qu'est l'Association Mutuelle pour la Santé Planétaire en quelques mots. Donc, c'est une vingtaine de groupes mutualistes français qui protègent 7 millions de Français et qui souhaitent que l'on sorte des pesticides parce que les pesticides tuent tout ce qui est vivant, nous compris. Et donc, bonne nouvelle, on a des solutions avec la bio. Alors, vous allez m'expliquer tout à l'heure, j'allais dire pour paraphraser Molière, que diable vont-ils faire dans cette galère, que diable vont faire les mutuelles dans cette aventure. On détaillera tout ça tout à l'heure. Je disais, comme le disait Brillat-Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Là, on pourrait dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu vas te porter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même que certaines maladies, certaines pathologies reviennent de façon exponentielle. Est-ce que c'est dû à l'alimentation selon vous, Marie-Françoise ? Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai pas l'habitude d'être en public, donc rassurez-vous. Ce qui est sûr, c'est que ça va être, comme vous l'avez dit, sans quoi vous avez dit, fallait parler sans quoi ? Voilà. Sans langue de bois. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, nous, on est agriculteurs. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la santé et l'alimentation ? J'ai la chance d'avoir grandi avec un père qui était un des précurseurs de la bio dans les années 75. Donc, il était vraiment un des tout premiers à avoir mis en place sur sa ferme l'agriculture biologique, avec des convictions profondes, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de valorisation du tout, il n'y avait pas de filière, donc on ne vendait pas spécialement en bio le lait, la viande ou les céréales. Donc, j'ai grandi avec cette idée. Lui est mort à 95 ans en souriant. Donc, a priori, on peut dire oui que il y a un lien entre la bonne santé et l'alimentation. Mais je poserai la question plutôt à l'inverse, c'est-à-dire quel risque je prends si je ne fais pas attention à ce que je mange, si je ne fais pas attention à comment je bouge, etc. Donc, quand on lit le dernier rapport du Haut Commissariat à la stratégie, pour ne prendre que lui, la stratégie sur les pesticides, effectivement, il est clair, les pesticides affectent non seulement la santé humaine, mais la santé depuis les sols. Donc moi qui suis agricultrice tous les jours, avec mes animaux, je dirais que d'abord, la bonne santé, c'est d'abord la bonne santé des sols,
qui se transmet à la bonne santé des plantes, qui se transmet à la santé animale, et forcément, la viande, le lait, les céréales vont forcément être meilleurs. Je vais dire pourquoi. Parce que toutes les études se confrontent, donc ça, c'est pas un bon terrain. Parce que c'est un terrain sur lequel je suis pas une spécialiste, je suis pas médecin, et je ne suis pas spécialiste des auteurs d'études, enfin des études. Donc c'est compliqué. On est dans une polarité dans laquelle on n'a jamais été sur les études, et donc on n'arrive pas à être d'accord. Donc moi je dis que quand je vois comment on recommande aux agriculteurs de se protéger pour épandre des pesticides et de prendre des protections majeures de type cosmonaute, moi ce que je me dis, c'est factuel, hein, c'est pas un jugement. Je me dis, l'agriculteur finalement, quand il épand, il est protégé. Mais tous les enfants qui sont dans la cour à côté ou qui sont dans le jardin, eux ne le sont pas. Or, on demande à l'agriculteur de se protéger. Donc factuellement, moi je me dis, en fait, il y a une question. Il y a une question sur qu'est-ce que j'assimile, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je mange. Après, sur les études techniques, les résidus de pesticides, on peut quand même convenir, si on veut chercher non pas un consensus, mais se mettre d'accord quand même sur un petit dissensus, que la majorité des résiduels, ce sont les pesticides de surface, parce que on en a besoin pour protéger, pour le transport, etc. Donc a priori, on est d'accord là-dessus, mais je préfère en manger moins, et donc j'ai la chance d'avoir grandi dans cet esprit-là. Et oui, je pense qu'il y a un lien entre ce que l'on mange et la santé. Et le premier aliment étant l'eau, il faut qu'on reparle de l'eau après, Bien sur sûr. l'action des citoyens. Martin, si les mutuelles, s'il y a un certain nombre de mutuelles se sont lancées avec vous dans cette aventure pour et essayer de faire en sorte de réduire les quantités de pesticides que l'on ingère, c'est qu'il y a des études, il y a des statistiques qui les inquiètent ou pas? Alors Ou oui, c'est juste du greenwashing comme on dit. la question telle qu'elle est formulée, c'est à la fois intéressant des études, mais moi j'ai plutôt envie de parler de ce qui touche chacun. Est-ce que les personnes qui ont vu Octobre Rose peuvent lever la main d'une manière ou d'une autre, qui ont vu des pins, donc ok. Mais est-ce que vous pouvez la lever plus haut? Vous savez, Ok. ça on peut pas trop le faire parce que ça se verra pas à l'image. Non, mais moi ça me dérange Voilà. pas, c'est pas grave. Non, On est mais là aussi pour les gens qui sont dans la aussi, salle. parce que ceux qui nous regardent, faut qu'ils aient quand Ok. même quelque chose à Ok, voir. donc en Alors tout cas, là- répondez à ma question. Est-ce Je qu'il vais y a y une répondre. inquiétude chez les mutualistes? Donc, pour les personnes qui sont à l'image, il y a 90% des personnes qui sont présentes avec nous qui ont vu Octobre Rose. Pourquoi? Parce qu'en fait, Octobre Rose, c'est le signe qu'il y a un malaise dans le pays. C'est quoi ce malaise? Ce malaise, c'est simple, c'est 1,5 million de Français qui chaque année déclenchent un nouveau cas de cancer. Quels sont les cancers qui explosent? Cancer du sein, Octobre Rose, cancer de la prostate, des cancers qui sont hormonodépendants. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces 60 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année en France et dans les 300 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année en Europe? Plein de perturbateurs endocriniens et aussi des perturbateurs nerveux. Et c'est parce que les agriculteurs sont les premiers exposés qu'ils sont reconnus en maladie professionnelle, notamment par rapport au cancer de la prostate. Mais pas que, aussi avec Parkinson. Et donc on se retrouve avec une population agricole plus exposée aux pesticides qui est plus malade, et ces mêmes maladies, on les voit augmenter dans la population générale, et ça met en péril notre santé publique. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions de Français qui ont une ou plusieurs maladies chroniques. Et donc, nous, les mutuelles de santé, notre métier, c'est bien sûr de faire en sorte que quand on va chez le médecin, chez le kiné, eh bien, la part qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale soit prise en charge par la mutuelle. Mais le premier métier des mutuelles, c'est la prévention. Et donc, tout naturellement, aujourd'hui, 20 mutuelles qui protègent 7 millions de Français s'organisent pour que on sorte des pesticides, qui est un empoisonnement absolument inadmissible. C'est 500 enfants chaque année qui meurent de cancer, notamment à cause des pesticides. Et alors, comment ça se passe? Comment les mutuelles peuvent peser justement pour obtenir cette réduction, voire cette annulation des pesticides? Tout d'abord, il faut comprendre nos raisons d'agir. Et les raisons d'agir des mutuelles, j'en ai parlé, c'est le caractère insupportable sur le plan éthique que des gens meurent alors qu'ils sont innocents. Et nos raisons d'agir, donc je suis venu avec un ami, Sébastien, qui est là, qui a un projet de fabrique à sucre bio dans les Hauts-de-France.
Nos raisons d'agir, elles sont profondes. Les mutuelles, c'est mal connu, elles viennent depuis le Moyen-Âge. Elles ont 5 siècles d'expérience. C'est un Français sur 2 qui est protégé par une mutuelle. Donc on a 35 millions de Français protégés par les mutuelles. Et puis, il y a une relation de confiance entre les Français et les mutuelles. Les 2 tiers des Français font confiance dans les mutuelles. Donc Sébastien, je vous ai amené un petit cadeau des Pyrénées. Là, hier, je suis parti des montagnes. Et donc, Sébastien, il a un beau carton. Si tu peux leur donner, ça te dérange pas. Décidément, non, vous savez, là, on fait un peu de télévision et un peu, on le verra pas à l'image, ça. Donc, c'est sympa de nous le dire, mais ça va pas changer grand-chose. Eh bien, en quelques mots, là, on va avoir un livre qui s'appelle Santé planétaire, le temps des solutions mutualistes. Parce que pour nous, il n'y a pas d'avenir possible pour la santé publique si on maintient un système agricole basé sur les pesticides. La bio a fait ses preuves depuis un demi-siècle. Et donc, les mutuelles demandent en France et en Europe, eh bien, d'aller vers un soutien massif de la bio, notamment commencer par appliquer la loi Egalim. Et donc, si les mutuelles font ça, c'est aussi pour économiser de l'argent? Mais en fait, il n'y a pas l'argent des mutuelles et les Français. Les mutuelles, leur cotisation, c'est l'argent des Français. Et donc, bien évidemment, il y a un sujet d'équilibre économique. Quand on a chaque année de plus en plus de gens qui ont des cancers, il faut savoir qu'une chimiothérapie pour un enfant, c'est 150 000 euros. Pour l'instant, on est dans une situation où on a des choix politiques, et les mutuelles essayent d'influencer ces choix politiques qui ne vont pas dans le sens de la santé publique. Bayer-Monsanto, ils font les pesticides et les chimiothérapies. Ils ont fait 1 milliard de bénéfices en 2021. Et nous, on se retrouve dans une situation où la politique agricole commune, et je trouverais intéressant que tu puisses en parler peut-être avec ce que tu vois depuis ta ferme, mais la politique agricole commune, massivement, c'est 50 milliards chaque année, elle va soutenir une agriculture basée sur les pesticides plutôt que d'encourager très fortement des agricultures à petite échelle et qui n'utilisent pas de pesticides. Donc nous, les mutuelles de santé, on est déterminés à obtenir la même victoire avec les pesticides qu'on a obtenu avec l'amiante. Parce qu'en 1997, tout le monde pensait que c'était impossible, mais l'amiante a été interdite en France. Et le seul petit bémol, si je puis dire, c'est que j'ai regardé la liste des mutuelles qui sont que vous regroupez. Il y a quand même certains poids lourds qui sont pas encore là. Alors en fait, 2 choses. Ils sont quoi? Ils choses. sont pas motivés par votre discours, ou c'est parce que vous êtes en cours de négociation avec eux pour qu'ils viennent vous rejoindre? Par exemple, quand la Massif ne se dit pas forcément préoccupée par ce genre de choses, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi, non? Eh ben, je vais vous prendre au mot. Apivia Massif est adhérent aux mutuelles pour la santé planétaire. Apivia Massif a décidé de mettre 50 millions d'euros de placement, notamment dans l'agroécologie et les filières sans pesticides. Donc, Apivia Massif est une des mutuelles les plus connues des Français et elle est dans la coalition des mutuelles. Mais une chose. En 1962, qu'est-ce qui se passe? Il y a le livre Printemps silencieux de Rachel Carson aux États-Unis. Que dit ce livre? Si on continue avec les pesticides, les printemps seront tous silencieux. Plus de papillons, plus d'oiseaux, plus de chants le printemps. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est d'un côté de l'Atlantique. De l'autre, 2 ans après, il y a la constitution en 1964 du label AB avec Nature et Progrès. Mais en 1964, là, à Porte de Versailles, il n'y a pas 10 000 personnes comme aujourd'hui. Il y a un chemin qui a été parcouru. Mais les mutuelles de santé, de 1962 à 2024, elles ne se sont pas mobilisées massivement pour dire stop aux pesticides et bonjour aux solutions, bonjour à la bio. Pourquoi? Donc, pour répondre à votre question, le réveil des mutuelles depuis 2024, il est heureux, il est nécessaire et il va en s'amplifiant. Alors, moi, je voudrais que, Marie-Françoise, qu'on reparle un peu de ce que vous connaissez, hein, de chez vous en Mayenne. On disait tout à l'heure, il y a les agriculteurs qui sont parfois en tenue de cosmonaute pour épandre un certain nombre de produits. Et puis il y a tous les riverains autour. Je pense notamment, alors peut-être pas forcément en Mayenne, mais dans certaines régions viticoles, souvent les maisons et les jardins où jouent les enfants sont très près des vignes. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un vrai gros problème de contamination par proximité, si je puis dire? Alors moi, je sais pas, je fais pas ça. Par contre, il y a une étude qui en parle, elle s'appelle Pestirive. Tout le monde peut aller voir cette étude. Elle est très explicite sur le sujet précis des vignes et des riverains des vignes. C'est une étude que j'ai parcourue de loin, mais elle est assez solide et elle est intéressante. Mais moi, je ne sais pas parler de ça. Par contre, moi, je sais parler de comment on fait. Parce que les injonctions à faire de la bio auprès des agriculteurs, si c'était facile,
on ne serait pas à 10% des terres en bio en France. On serait à 80%. Donc, mon rôle ici est aussi de dire combien c'est difficile pour les collègues de quitter, de s'extraire des béquilles. Il n'y a pas que les pesticides qui sont une béquille. Il y a aussi l'azote, il y a l'ammonitrate fait à partir du gaz importé, il y a le soja pour nourrir les animaux puisqu'on importe 80% de nos protéines animales, on importe 80% de l'azote minéral, ce qui signifie au final que 80% de l'alimentation, ça c'est des stats officielles, on réussit à la produire grâce à des béquilles. Donc, si c'était facile, tous les agriculteurs seraient heureux de le faire. Parce que on voit bien l'appétit des jeunes agriculteurs ou des jeunes futurs agriculteurs. Moi, j'interviens dans des écoles avec des BTS. Ils sont au départ, ils ont envie. Ils ont envie, effectivement, de connaître autre chose et d'apprendre autre chose. Mais entre deux, il y a les organismes. Mais c'est un autre sujet. Donc, vite fait, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en fait, depuis 25 ans? D'abord, on s'est posé des questions. Il y a 25 ans, en 99, on s'est dit, quelles sont nos dépendances et pourquoi les rendements stagnent? Donc, on était dans une agriculture avec un pôle céréales, un pôle bovin. Tout ça était bien séparé sur la ferme. Donc, il y avait des terres qui étaient toujours en culture et des terres qui avaient un peu d'herbe. Voilà. Donc, en fait, on s'est dit, on est dépendant de tout ce que je viens de dire, là. On est dépendant des béquilles. Et donc, on s'est demandé quel chemin, quelle boussole on pouvait choisir. Et donc, on a choisi la boussole de la non-dépendance, de l'autonomie. Et je ne sais pas qui vous êtes dans le public, mais je pense que vous allez comprendre parce que vous êtes des gens certainement très informés. C'est le fait d'avoir choisi cette boussole de l'autonomie et de la bonne santé, j'y reviens, du sol à l'assiette, parce que les injonctions, c'est bien, mais c'est compliqué techniquement de toute façon. Donc on a choisi cette boussole et ça a révolutionné notre ferme. Et le mot-clé, pour faire vite parce qu'on n'a pas 3 heures, le mot-clé pour rendre facile, ou en tout cas assez facile, le bio, il n'y a pas de pétard, c'est la polyculture élevage. C'est-à-dire la diversité et le bouclage des cycles avec l'animal dans le cycle. Et ça, c'est pas trop difficile à faire. Mais Marie-Françoise, vous preniez l'image des béquilles, vous disiez l'agriculture et les agriculteurs ont été habitués à avancer avec ces béquilles. Quelqu'un qui a des béquilles et qui du jour au lendemain doit les laisser tomber, ces béquilles, il a aussi de grosses chances de tomber avec. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque pour les agriculteurs de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'enlever les béquilles et puis d'avancer? Est-ce que c'est pas un petit peu... Il y a des peurs. Voilà, j'allais dire des peurs. Et Martin, après, je vous demanderai votre avis là-dessus. Alors, il y a des peurs de pas être à la hauteur techniquement. Mais encore une fois, je fais rapidement. Le pacte vert, vous me demandiez de parler un peu de la PAC. Le pacte vert, le Green Deal était courageux. Il était courageux à l'échelle européenne. Je rappelle que l'Europe a dit aux pays, aux États, pour la première fois, elle a dit, on donne des grandes lignes environnementales, il faut qu'on avance. Donc, on vous demande, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire dans ces grandes lignes? Et on va contractualiser avec chaque pays pour avancer vers des grandes lignes qui allaient vraiment vers plus d'agroécologie pour s'extraire peu à peu des béquilles. Et ça n'a pas marché parce que les USA se sont dit « Waouh, si l'Europe fait ça, nous, on n'est pas bien ». Et du coup, ça a contaminé l'Europe, d'où la sortie des tracteurs autour de Paris début 2024. Le Green Deal est tombé. Là, en ce moment, c'est la stratégie nationale de l'alimentation qui tombe. Donc ça, c'est pas conduit exclusivement par les agriculteurs. Les agriculteurs, eux, ils ont juste peur, ils veulent qu'on les accompagne. Mais ce n'est pas facile si on ne change pas, c'est ça le point clé. On peut pas faire de la bio toute chose égale par ailleurs. Voilà. On ne pose de la bio que dans un agroécosystème qui est équilibré, dans lequel il y a des légumineuses, dans lequel il y a l'animal, en tout cas pas forcément sur la ferme, mais sur le territoire,
parce qu'on peut faire des contractualisations entre agriculteurs. Je te passe mon fumier, tu me passes de la paille. Enfin bref, nous on fait un peu ça avec des voisins. Et la bio n'est facile que si on travaille l'agroécosystème qui va la recevoir. Pas uniquement d'imposer un cahier des charges, parce que là, c'est trop compliqué. Et donc, c'est facile pour les agriculteurs de dire, on n'a pas de solution technique. Bah oui, parce que toute chose égale par ailleurs, ça marche pas. Ou en tout cas, c'est difficile. Nous, dans notre transition, moi, je peux vous dire que j'ai passé des mois et des mois à désherber à la main. Sur une ferme entière, pas sur un hectare de maraîchage. Parce que le sol, le temps qu'il retrouve son équilibre, d'abord, il faut lui permettre de le faire. Je redis, en mettant des légumineuses, de la matière organique, des animaux, etc., de l'herbe. Donc, on a plein d'avantages à ça. C'est-à-dire que quand c'est vert, on capte du CO2 toute l'année. Et on reconfigure les paysages pour remettre partout de l'animal et partout des cultures. Et ça, c'est une révolution qu'on n'est pas prêt à faire. Martin, si je comprends bien, tout ça, ça s'inscrit dans la durée. Même si effectivement, la bio, c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça se pratique et que ça existe. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Moi, j'ai l'impression que la bio, elle peut être fière de ce qu'elle a accompli. Parce qu'il y a 10 ans, en fait, la bio, ça représentait quand même moitié moins de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 12 milliards par an. Il y a 10 ans, c'était 6 milliards. Et aujourd'hui, c'est 10% des surfaces agricoles qui sont cultivées en bio. Donc, nous, en tant que mutualistes, la grande question qu'on se pose, c'est comment la bio, elle va de l'avant. Et moi, j'ai l'impression que la bio, jusqu'à présent, elle n'a pas été sur des questions où elle est légitime. La souveraineté, la sécurité, la santé. La souveraineté, pourquoi? L'agriculture qui n'est pas bio, et donc tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, elle est dépendante beaucoup d'engrais azotés. Quel est le pays dans le monde dont la France importe le plus d'engrais azotés? La Russie Poutine. Les pesticides, ça n'est rien d'autre que du pétrole. Quel est le pays, aujourd'hui en 2025 en France, dont on importe le plus de pétrole, notamment pour faire des pesticides? Trump, les États-Unis. Donc, pour nous nourrir, on dépend beaucoup de la Russie, d'un côté, des États-Unis de l'autre. Donc, effectivement, il y a le sujet de la souveraineté, comment l'azote de l'air, on va venir le fixer avec des légumineuses, etc. La sécurité, c'est aussi le fait d'avoir confiance que la Terre, elle reste habitable. Parce que cette année, le gouvernement, il y a des choses qui fait bien, pas que, mais il y a quelque chose qui fait bien. C'était la grande année de la santé mentale. Et en fait, il y a 2/3 des Français qui souffrent à des degrés divers d'éco-anxiété. La Terre va-t-elle rester habitable, oui ou non, pour des vies dignes? Et on voit bien que chacun a des degrés divers, il y a les vagues de chaleur, etc. La bio, elle a fait ses preuves par rapport à ses bienfaits pour la santé publique. Donc Denis Léron, c'est un chercheur de l'INSERM qui a passé sa vie à documenter les bienfaits de la bio sur la santé. Donc c'est vraiment extrêmement étayé. La bio, elle est bonne pour le climat, la Commission européenne a publié là-dessus. Elle est bonne pour la biodiversité. Elle est bonne pour maintenir une terre qui reste habitable pour des vies dignes. Et puis, la question, ce que je disais, la souveraineté pour moins dépendre des intrants, la santé, la sécurité. Et la sécurité, peut-être je terminerai là-dessus, c'est que pour l'instant, je crois que collectivement, nous, les mutuelles, on a un rôle sur le fait d'enclencher une réflexion sur comment on sécurise les agriculteurs pour changer de modèle. Parce que, et je vais vous donner une anecdote, j'ai un ami, il était producteur de bio, il a arrêté, et désormais il fait des grandes cultures avec des pesticides. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, s'il ne met pas de Roundup, il peut pas partir en vacances, et il va pas chercher ses enfants à l'école. Parce que la bio, elle n'est pas assez rémunératrice. Et elle est exigeante. Elle n'est pas assez rémunératrice. Il doit passer plus de temps de manière mécanique à désherber. Et donc, il faut absolument qu'on s'interroge sur comment on vient sécuriser tous les agriculteurs qui veulent passer vers une agriculture qui est bonne pour leur santé, la planète, la santé publique, mais comment on sécurise. Et là, en fait, c'est le rôle, en fait, des pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, je pense que ce rôle, il n'est pas du tout assez fort. Mais alors, ça, vous dites, c'est le rôle des pouvoirs publics. Est-ce que, dans l'action des mutuelles, il peut y avoir aussi, j'allais dire, alors pas une aide, parce que c'est vrai qu'en France on a un peu l'habitude et la maladie un problème, une aide. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des financements de la part des mutuelles pour
dynamiser cette filière et puis maintenir des agriculteurs qui resteraient justement, qui seraient conformes aux préceptes de la bio? Bah, là, on a la chance, grâce à Sébastien Lemoine qui est présent Votre dans ami la, qui fait dans du la sucre, salle. on a bien compris. Et la fabrique à sucre, c'est un projet donc dans les Hauts-de-France qui vise avec 42 producteurs de betteraves à faire du sucre français 100% bio. Et ils ont besoin de 15 millions d'euros pour faire sortir de terre leur usine. On essaye avec des mutuelles de faire des placements financiers des mutuelles dans ce projet d'usine de manière à l'aider à réussir. Et c'est assez peu connu, mais les mutuelles, c'est 50 milliards d'euros de trésorerie. Cet argent, c'est l'argent des contributeurs, des adhérents. Et donc, il est tout à fait normal qu'une réflexion sur l'usage de ces placements soit faite. Et l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant. Que nous, les mutuelles, on fasse peut-être des placements dans la fabrique à sucre. Et puis qu'en échange, ça nous permet aussi de raconter une histoire auprès des Français pour qui les mutuelles, des fois, il y a un peu une confusion avec les compagnies d'assurance. Et les mutuelles, en fait, elles sont des fois moins comprises du grand public parce qu'il y a un amalgame avec des compagnies d'assurance. Ça peut être une manière, avec des placements éthiques dans la bio, pour les mutuelles, eh bien, de faire mieux connaître leur rôle pour la prévention. Alors Martin, on va rester dans les problématiques d'argent. J'ai cru comprendre que il y a depuis quelques années, certains médecins peuvent donner comme recommandation, prescrire de l'exercice pour certains patients, notamment touchés par des ALD, comme on dit, les maladies de longue durée. Faites du sport et on peut vous rembourser tout ou partie de votre abonnement dans une salle de sport et choses comme ça. Est-ce qu'on peut aussi envisager, parce que souvent les produits bio, c'est un secret pour personne, hein, sont un peu plus chers que les autres. Est-ce qu'on peut imaginer que les mutuelles, là aussi, peut-être sur prescription médicale ou autre, prennent en charge une partie des frais d'alimentation des plus précaires pour qu'ils aient accès au bio? Ou est-ce que c'est un doux rêve de journaliste? Alors déjà, j'ai pas mandat pour m'exprimer au nom des mutuelles qui sont membres de notre coalition. Non, mais vous sentez un peu l'ambiance chez eux. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, je pense que là où on n'a pas été bon, on doit être meilleur. Et quand je dis nous, c'est les filières agricoles dans la bio. Moi, je suis aussi fils d'agriculteur bio. Les mutuelles, c'est comment on vient sécuriser ceux qui sont les plus en précarité. Les agriculteurs qui peuvent être très endettés, qui peuvent parfois ne pas être aidés par leur syndicat ou la MSA, etc., à sortir de cet empoisonnement aux pesticides. Donc, comment eux, on les sécurise économiquement. Mais à l'autre bout, comment on vient sécuriser n'importe quel papa, maman ou personne seule, peu importe, à manger sans s'empoisonner. Et là, très clairement, effectivement, il y a un surcoût immédiat qui est souvent présent. Parce qu'en fait, il faut vraiment insister sur le fait que le coût global, il est énorme quand on achète des produits transformés pleins de pesticides. Pour 1 euro dépensé, il y a 1 euro de coût pour essayer de dépolluer l'eau, pour essayer de traiter ces affections longue durée, etc. Quelques données très simples. Là, on parle beaucoup du budget en ce moment de la sécurité sociale. Le budget de l'État français, c'est 300 milliards chaque année. Le budget de la sécurité sociale, c'est 600 milliards. Sur les 600 milliards chaque année, on a de l'ordre de 20 milliards de déficit. Il y a 15 milliards, c'est la branche santé. Il y a 10 milliards, c'est les ALD. Les ALD sont en pleine explosion. Donc, il faut voir à quel point ça nous coûte extrêmement cher, cette alimentation empoisonnée. Et après, est-ce que ponctuellement, des mutuelles pourraient aider, peut-être sur des moments de la vie très particuliers? Il y a les ordonnances vertes. C'est une initiative en premier de ville, notamment à Strasbourg, où la femme enceinte va bénéficier d'un panier bio le temps de sa grossesse et puis les premiers mois du bébé. Peut-être que sur des moments particuliers, les mutuelles pourraient être contributrices. Maintenant, les mutuelles, là, c'est pas l'objet de la conférence, mais elles sont attaquées massivement depuis les années 90, et donc elles n'ont pas des marges de manœuvre énormes. Elles ont de la trésorerie qu'elles peuvent placer, mais elles ne dégagent pas des profits, et quand bien même elles en dégageraient, après c'est réinvesti parce que il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc je vois mal comment des mutuelles de santé pourraient subventionner leurs adhérents, parce que encore une fois, les mutuelles, elles, voilà, je pense pas que ça puisse advenir, à part sur le sujet précis d'ordonnance verte. Voilà, et ce qui se passe à Strasbourg, d'ailleurs, c'est une expérience qui est duplicable partout ailleurs. On peut l'imaginer dans n'importe quelle région et n'importe quelle ville de France. Oui, bien sûr. Alors, Marie-Françoise, moi, je voudrais qu'on revienne sur l'expérience de la femme de la Terre.
et des problèmes parce que on le sait, les agriculteurs sont les premiers concernés par toutes ces maladies, toutes ces pathologies. Moi, j'ai beaucoup enquêté là-dessus il y a quelques années et j'ai été sidéré de voir à quel point, alors je parle pas de la dangerosité ou pas du produit, mais à quel point les agriculteurs traditionnels s'exonéraient du mode d'emploi des produits. Je pense par exemple au chlordécone. J'ai constaté que des gens prenaient les espèces de poudre à pleine main, sans gants. J'ai vu aussi des agriculteurs qui, bon, il y avait une dose de X à mélanger avec de l'eau. On mettait quasiment la moitié d'un bidon complet en disant plus on en met, ça c'est très français, hein, plus on en met, plus ce sera efficace. Est-ce que quelque part il n'y a pas aussi une machine arrière à faire en disant première chose, avant de s'en passer, déjà au minimum respecter les consignes, les notices d'emploi. Et là vous allez croire que je fais la pub de Bayer et Monsanto. Alors d'abord, ça c'est plus vrai aujourd'hui. Bon, vous avez vu où je me situe, hein. En tant qu'agricultrice, nous on a fait de l'agriculture de conservation des sols pendant 25 ans, on n'a pas labouré nos sols, on est passé en bio, etc. Vous voyez où je me situe. Et on est autonome totalement, on met pas un gramme de soja, pas un gramme pas un litre d'azote minéral. On a retrouvé une autofertilité totale. Et je veux bien que vous passiez notre boucle en diapo que vous aurez pour montrer la boucle qui fonctionne et qui est robuste. Mais sur la question, du coup, je vais élargir mon point de vue. Parce que d'abord, ce que vous avez dit aujourd'hui n'est plus vrai. Si ça l'a été il y a une quarantaine d'années... Je suis pas si vieux que ça. Hein. Non, mais il y a une quarantaine d'années, c'était vrai. C'était vrai, et il y a encore peut-être 30 ans, sur les usages et les doses par les agriculteurs, parce que j'ai encore eu un témoignage récent dans ma famille, donc je porte crédit à ce que j'ai entendu. On nous disait clairement, les vendeurs, que le glyphosate pouvait se boire. Ça, c'est une réalité. Ça a été dit par des vendeurs, et il y a pas de souci là-dessus, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les agriculteurs. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'il y a des journalistes, je crois, américains, qui ont été voir le patron de Monsanto et qui a dit, prenez, tenez, il y a un verre, il y en a, est-ce que vous allez le boire? Face caméra, le type n'a jamais voulu le boire. Hein. Mais aujourd'hui, les agriculteurs n'ont aucun intérêt à mettre trop de pesticides, c'est beaucoup trop cher. Donc de toute façon, maintenant, on en est au centilitre ou au microgramme, au gramme, et il ne faut pas faire d'erreur. Parce que au gramme près, vous flinguez votre blé au printemps ou pas. Donc ça rigole plus, et les agriculteurs sont formés, ils réfléchissent, et sur la dose, il n'y a pas de débat. La bonne dose est mise. Qu'on ait des impacts encore aujourd'hui sur les périmètres de captage et l'eau de ce qui a été fait dans le passé, ça aussi c'est une certitude. Mais il n'y a pas que les agriculteurs. En fait, là je vais prendre un peu la défense des agriculteurs, mais je sais que vous savez où je me situe, donc vous connaissez mes convictions. Mais les communes, les citoyens, le jardin, le long des trottoirs, c'est des quantités à l'hectare qui sont supérieures à ce que mettent les agriculteurs, en tout cas en tant que désherbants. Et je redis et je réinsiste sur ce qu'on a mis en place, c'est bien la mise en place d'un agro-écosystème qui fait que petit à petit, on n'a plus besoin des béquilles. Nous, ce qui s'est passé, c'est que même si on sortait du bio de mon enfance et de mon adolescence, on a revisité totalement le système pour repartir des sols. Et donc, quand notre agro-écosystème a été à peu près au point, on s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin d'insecticides. Ça a commencé par les insecticides, parce que l'agro-écosystème qui inclut l'arbre, la haie, les bandes enherbées, etc., de façon massive, faisait le boulot par la chaîne alimentaire des insectes. Après, on n'a plus besoin de fongicides. Et le dernier truc qui est le plus difficile, c'est effectivement les insecticides, les herbicides. C'est le plus difficile, et ça fait peur aux agriculteurs. Tous les agriculteurs qui sont passés en agriculture de conservation des sols disent qu'effectivement, ça réduit les fongies, ça réduit les insecticides, mais pour l'instant, ils peuvent pas se passer d'herbicides. Alors, je vais vous poser une question. Vous savez, comme moi, j'aime souvent mettre le doigt là où ça fait mal et voir le verre à moitié vide. Hein, c'est la base du métier de journaliste.
on n'est pas loin de chez vous en Mayenne. Imaginons qu'on n'est pas loin de chez vous en Mayenne. Alors il y a des agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires et on dit c'est pas bien, regardez comme c'est mal, ils nous polluent l'eau, ils nous polluent les sols, il nous faut manger des trucs qui sont gavés de pesticides, c'est scandaleux. Mais au bout du champ, il y a la voie de chemin de fer et on sait que la SNCF est le plus gros utilisateur en France de désherbants. Alors, est-ce que quelque part, on s'attaque toujours aux agriculteurs en disant c'est pas bien, mais par contre, quand c'est la SNCF, ça pose plus aucun problème. C'est ce que j'ai un peu voulu dire là en disant que les agriculteurs n'étaient pas les seuls. La SNCF a revu son logiciel sur le sujet et on le constate tous. Je constatais encore il y a quelques semaines en me disant les voies sont quand même chargées en herbe maintenant, donc je pense qu'ils revisitent leur système autant qu'ils le peuvent. Et ça non plus, c'est pas mon sujet pour le coup. Oui, mais c'est vrai que parfois, on se pose effectivement la question, puisque la voie de chemin de fer qui est au bout du champ, par proximité, il peut y avoir contamination. Moi, je voudrais là, on a parlé des agriculteurs. Martin, je voudrais qu'on parle un peu des consommateurs. Est-ce que je peux ajouter un truc sur la responsabilité, effectivement, vous m'y faites penser. Nous, on n'a pas le sujet sur notre ferme parce que tout est autour de la ferme, autour des bâtiments. Donc, on a peu de voisins et on a mis des haies partout. Mais les agriculteurs de la société qui s'appelle Agrologique, dans le sud Mayenne, 1500 hectares au total de pois chiches, pois cassés, lentilles, etc. bio, ont le problème, eux, parce que c'est des petites surfaces qui peuvent être entourées de surfaces non bio. Et dans les sujets sur lesquels il faut travailler au niveau de l'agriculture bio et de l'agriculture en général, c'est que c'est l'agriculteur bio qui est responsable d'avoir accueilli sur sa parcelle bio un pesticide qui s'est volatilisé parce que un pesticide nomade, on va dire, très volatile. Même si les agriculteurs ont des pulvérisateurs très performants et l'argent public y va régulièrement pour rendre plus performants les pulvérisateurs, on n'y est pas encore. Voilà. Alors, Martin, je voudrais qu'on parle maintenant un peu des consommateurs, j'allais dire aussi quelque part des mutualistes, des adhérents des mutuelles. Bon, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a dit depuis le début de cette table ronde, maintenant on va voir comment on incite les gens à consommer mieux, à manger bio pour aller mieux. Quel peut être le rôle? Est-ce qu'il y a de la pédagogie qui est faite par votre association qui regroupe un certain nombre de mutuelles? Est-ce que les mutuelles, même celles qui sont pas dans votre groupe, travaillent aussi sur le mieux manger, le manger plus sain? Oui, il y a 1000 choses qui peuvent être faites et il y en a beaucoup qui sont déjà faites par les mutuelles pour la santé planétaire. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans une époque où il y a une saturation d'informations qui touche l'intellect. On a énormément d'informations avec nos écrans et donc en fait, nous, au niveau de la stratégie des mutuelles pour la santé planétaire, on a 3 verbes d'action importants: émouvoir, enthousiasmer, gagner. Et en fait, ça n'a rien à voir d'avoir une information sur telle étude dit que quand on mange des aliments contenant des pesticides, on a un risque de 30% supérieur d'avoir par exemple tel ou tel cancer, ou d'avoir le témoignage d'un agriculteur ou d'un riverain qui dit j'ai été exposé aux pesticides, voici ma vie, j'ai une électrode dans le cerveau parce que sinon je tremblerais tellement que je pourrais pas marcher, j'ai eu une ablation de la prostate et ça impacte de telle et telle manière ma vie intime, etc. Parce que quand on est touché par un témoignage, ça peut être davantage transformateur qu'une information qui s'ajoute à une autre information, etc. Mais est-ce que dans le contexte anxiogène de l'information aujourd'hui, ces témoignages-là, ils ont leur place? Ou est-ce qu'on va dire, bon, attendez, il y a la guerre en Ukraine, il y a les inondations, je ne sais où, il y a machin. Si en plus on nous parle de l'agriculteur qui a des électrodes dans le cerveau, on n'en peut plus, quoi. Émouvoir, enthousiasmer, gagner. Voilà. Émouvoir, enthousiasmer. Alors enthousiasmer, comment enthousiasmer, c'est ça le mot qui est important. Émouvoir, enthousiasmer. Déjà, qu'est-ce qui fait notre humanité? C'est qu'on ait un peu de sensibilité. Donc en fait, je pense qu'il faut pas évacuer le fait d'émouvoir, parce que le grand drame des pesticides, c'est l'invisibilisation. Combien d'agriculteurs peuvent mourir des pesticides sans faire le lien? Parce qu'on leur a toujours dit, oh t'inquiète pas, il n'y a pas de risque, c'est homologué, dans les bonnes conditions d'utilisation, tu risques rien, alors que même quand ils ont la tenue de cosmonaute, ils sont intoxiqués par les pesticides.
Ça a été démontré des travaux de l'INSERM. Donc, au niveau de émouvoir, il faut pas le sous-estimer. Ils ont pas de porte-parole, les oiseaux, les insectes et les papillons, etc. Donc, il faut aussi dire. Et je peux vous dire que Gilles Ravard, un agriculteur, il a ému aux larmes la moitié du Sénat en février 2024 et du Parlement européen en mars 2024. Il a eu une ovation. Pourquoi il a eu une ovation? Parce qu'il a raconté sa vie, où il pensait bien faire à prendre plein de pesticides. Et il a vu des copains autour de lui mourir. Et lui, il dit, je vis avec une épée de Damoclès. Tous les jours, je prends ma chimiothérapie à cause de mon cancer. Émouvoir, enthousiasmer, gagner. Enthousiasmer, on a de la chance. On part pas de zéro pour produire sans s'empoisonner. Ça fait un demi-siècle qu'on voit des bonifications, des améliorations, etc. La bio a fait ses preuves. Enthousiasmer. Et donc, nous, on fait un tour d'Europe à vélo. Et on essaye de toucher des gens que habituellement on n'arrive pas à toucher quand on parle de pesticides ou de bio, les jeunes et les enfants et les jeunes parents. Justement, expliquez-moi comment ça marche ce Tour de France très concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez de ville en ville, telle la grande boucle du mois de juillet? Un tour d'Europe. Un tour d'Europe. Un tour d'Europe. Et c'est une odyssée. Ah, je comprends pourquoi vous êtes si en forme. Merci. On est parti donc le 27 septembre de Bruxelles et cette année, on a fait 14 étapes, 800 km et on a fini à côté d'Amiens, à Marny-les-Compiègnes. Donc à chaque étape, il y a quelque chose qui est assez similaire. Comme on veut toucher les enfants et les jeunes parents, on organise des goûters bio et des spectacles de clowns. Comme ça fait venir plein d'enfants, des jeunes parents. Il y a une exposition qui raconte les drames liés aux pesticides avec le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Un bon repas partagé et puis ensuite tous les acteurs qui mettent en place des solutions, une cantine bio, un projet d'usine à sucre bio, etc. de manière à ce que les gens ils aient des déclics, ils soient touchés et ils comprennent les solutions. Donc ça, on l'a fait cette année et on va encore le faire en 2026, en 2027 et peut-être en 2028. Le but, c'est que en 2029, quand on va rebattre les cartes au niveau des prochaines élections européennes, la santé publique, le modèle agricole, la bio soient au cœur des sujets, alors que ça a brillé par son absence en 2024. Personne n'a entendu parler des questions de santé publique au moment des élections européennes. Et comment vous l'expliquez ça justement? C'est quoi? C'est les effets du lobby, des lobbies de l'agrochimie ou c'est tout simplement que les beaucoup d'eurodéputés ne sont pas très concernés parce que souvent issus des grandes villes? Moi, je vais avoir une réponse qui sera peut-être un peu confrontante, mais je pense que c'est toujours plus intéressant de s'interroger sur comment on peut faire mieux plutôt que de pointer du doigt des responsables extérieurs. Donc, à mon avis, là, entre les mutuelles de santé, les acteurs de la bio, on a beaucoup d'intérêts communs. Et si on se met fortement à travailler ensemble, on a commencé cette année, alors on a un grand champ des possibles pour que on change la trajectoire et du modèle agricole et de la santé publique. Oui, effectivement, il y en a que, quand le business model, c'est de vendre des pesticides et vendre des chimiothérapies, bon, ben voilà, tout est dit. Ils sont contents. Ils n'ont pas spécialement envie. Mais je donnerai un chiffre précis. Le budget de l'agence européenne qui homologue les pesticides, l'EFSA, 10 millions chaque année. Est-ce que vous connaissez le budget de l'industrie des pesticides pour maintenir le statu quo? C'est plus que le budget de l'agence européenne, l'EFSA. Bon, comment nous, acteurs de la bio, acteurs mutualistes, qui existons depuis des décennies ou des siècles, on met des moyens humains et financiers pour partir à l'offensive? Et donc ça, c'est le vrai sujet. Dans le cadeau que je vous ai offert pour ceux qui sont physiquement, il y a un livre et puis il y a aussi une invitation pour une formation de 2 jours à Paris parce qu'en fait, on est puissant quand on se connaît les uns les autres. Et donc, cette formation parlera des solutions pour un nouveau chapitre de la santé publique. Et je vous conseille de lire Santé planétaire, c'est celui-ci que vous avez offert à nos amis qui sont Bien sûr. Ça se lit très très vite et vous allez tout comprendre, c'est très très précis. Et en plus, les informations sont étayées, c'est vraiment un ouvrage référence, comme on dit. Marie-Françoise, on voit ce que font les mutuelles ou comment ça s'organise pour sensibiliser un peu l'opinion publique. Vous, à votre niveau, en Mayenne, vous faites comment pour faire passer votre message auprès, alors non pas de la France entière, mais de vos voisins et des habitants, je sais pas, par exemple, du centre de Laval? Alors d'abord, je suis reconnaissante. Je vais vous envoyer un dossier, je sens. Martin, de tout ce qui se fait, mais ce qui m'interpelle, c'est que dans ce déni flagrant des effets de cette agriculture à béquilles, on n'arrive pas à dépasser le plafond de verre, en fait. Le plafond de verre, il est énorme. Et en ce moment, je peux vous dire que chez les agriculteurs, donc ça rejoint votre question, hein,
l'agriculture bio n'a vraiment pas la cote. Nous, on a 2 voisins de la commune qui étaient en bio, dont le fiston a repris la ferme et il est reparti en conventionnel. Il m'a dit, tu comprends Marie, c'est quand même plus facile avec un pulvé. Ben oui, je comprends. Et en ce moment, il faut que vous sachiez, c'est concret aussi, que nos produits bio, nos matières premières, particulièrement les produits issus des animaux, le lait et la viande, en ce moment, sont achetés au même prix qu'ils soient issus de nos fermes bio ou des fermes conventionnelles. Donc, moi, mon lait qui est produit avec de la luzerne et avec du stockage de carbone toute l'année, avec 0 soja, etc., et de l'herbe dans la ration à gogo, et une ration qu'on a travaillée, on est les seuls en France à faire ça, avec 13 kilos de matière sèche de luzerne dans la panse, personne ne fait ça. Eh bien, il n'est pas vendu plus cher, et en bio, il n'est pas vendu plus cher à la laiterie que le lait maïs soja avec des vaches enfermées qui pâturent pas. Donc là, il y a un problème de base, quoi. Donc on peut pas encourager les jeunes. En ce moment, l'agriculture bio n'a pas la cote. Donc en fait, la question, c'est comment on déplafonne. Et pour déplafonner, il faut que nous-mêmes, en bio, on travaille la question de la performance. Je voulais quand même y venir parce que l'argument massu qu'on reçoit, donc moi je suis pas uniquement agricultrice, je suis aussi à l'Académie d'agriculture de France, j'ai été cooptée pour y aller, pour témoigner du terrain en lien, enfin c'est du bas en haut en fait pour relier aux politiques, et je suis écoutée, c'est-à-dire qu'on me fait intervenir sur comment on atteint l'autonomie, ça nous interpelle. Comment on fait? Mais je suis plus interpellée à l'académie que par mes voisins. Hein. Parce que quand le lait et la viande sont plus chers en conventionnel, les gens, ils veulent partir en vacances. Donc, on a une obligation de performance et on doit travailler ça collectivement, la bio. Nous, quand on a fait notre évolution, on s'est dit comment on peut maximiser, on a inversé l'équation, comment on peut maximiser les services environnementaux tout en ayant une production crédible et enviable. Parce que si on fait pas ça, eh ben on pourra continuer à nous taper sur la tête pendant longtemps en disant vous voyez bien que sans les béquilles ça marche pas. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, eh bien il suffit de nous faire un petit signe, on va vous apporter le micro. Allez-y et moi après j'aurai une autre question à vous poser. Allez-y. Bonjour et merci beaucoup. C'est une question sur l'ambiance à l'Académie d'agriculture et le fait que vous qu'il soit venu chercher une agricultrice bio pour la coopter. Je voulais savoir comment vous vous sentiez dans ce monde et si vous sentiez une évolution, enfin un intérêt réel pour les techniques de la bio, pour porter la bio, pour prendre la parole sur la bio au sein de l'Académie ou si vous êtes un peu isolé. Alors, à l'Académie d'agriculture de France, déjà, on n'est pas beaucoup d'agriculteurs. Parce que c'est ce qu'on appelle une société savante, comme l'Académie de médecine, etc., dans laquelle il y a énormément d'anciens chercheurs ou de directeurs de recherche, puisque l'idée, c'est de rassembler pour débattre, en fait, tout ce qui est censé représenter l'agriculture de France, mais on a énormément de correspondants étrangers, etc., pour essayer d'avoir une approche plus globale. Et de ne pas travailler, ou le moins possible, c'est pas encore tout à fait le cas, mais en silo, avec les productions végétales, les productions animales, l'environnement, l'économie et la politique. Moi, je suis dans cette section-là, économie et politique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de travailler le plus transversalement possible au travers de sujets dans lesquels on peut échanger. Donc, est-ce que j'y suis à l'aise? Oui. J'aime beaucoup y être parce que on vient pas tous les jours me téléphoner et me dire ce que t'as dit, ça va pas. Et ce qui est important, c'est que quand on s'exprime, aujourd'hui, je m'exprime en tant que, effectivement, agricultrice d'abord, académicienne, je m'exprime pas au nom de l'académie. Quand l'académie veut émettre un avis, elle émet un avis qui est soumis à l'ensemble des académiciens. C'est pour ça qu'il n'y en a pas souvent d'ailleurs. Et donc je sais très bien que sur l'environnement, sur les pratiques agroécologiques, il y a des échanges compliqués parce que toutes les tendances sont représentées. Elles n'ont pas toutes la même puissance, elles n'ont pas toutes les mêmes moyens.
Mais moi, je suis respectée dans ce que je fais parce que c'est ancré dans le réel, en fait. Moi, j'ai la force de la preuve. Et je travaille tous les jours à la force de la preuve, dont la performance. Et si on peut pas parler de performance en bio, alors on restera à 10% des terres. Ça, c'est un vrai message. Alors, qui souhaite prendre la parole? Monsieur, on va vous apporter le micro. Ah bah c'est votre collègue qui fait du sucre, non? C'est ça? Voilà. Bonjour, merci pour votre témoignage. Je voudrais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, par rapport à votre exploitation, votre autonomie sur l'exploitation. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Ce que vous avez fait, je pense que ça peut être fait à l'échelle d'un territoire. Moi, je suis producteur de légumes, je suis betteravier, je suis pas éleveur, aucunement, ça ne m'intéresse pas, enfin c'est pas mon job. Donc je me suis associé avec un éleveur et c'était pour vous dire que l'agriculture de demain, c'est pas forcément tout le monde, tous les agriculteurs bio ne peuvent pas être producteurs de légumes et éleveurs, mais ça peut être fait à l'échelle d'un territoire. Je l'ai dit, hein. J'ai dit qu'on pouvait le faire avec les voisins. D'accord, ok. Et c'est beaucoup plus intelligent parce que on peut pas être très bon dans tout. J'en ai discuté hier avec l'ingénieur agronome chez Agrologique et avant de venir, je lui ai demandé est-ce que vraiment c'est plus performant là où il y a de la polyculture élevage, c'est Mayenne, Pays de Loire en général. Elle m'a dit pas forcément non pas parce que la polyculture élevage n'est pas performante, elle l'est, parce que notamment par l'apport de matière organique en continu, et ça c'est essentiel pour réussir, mais elle le dit parce qu'ils n'ont pas le temps de bien faire leur culture. Et elle dit là, on arrive à avoir des légumiers autour de Saint-Malo, ils ont pas de moutons, ils ont rien, ils sont ultra performants, parce qu'ils sortent leur bineuse le bon jour au bon moment, et ils ont le temps de le faire. Alors qu'un agriculteur éleveur, il dira toujours non, faut d'abord que j'ensile mon herbe ou mon maïs, donc je sèmerai mon quinoa demain. Et c'est pas forcément demain. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. D'accord, merci. Alors moi, j'aurais plusieurs questions à vous poser, à moins que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole tout de suite. Voilà, madame ici. Merci. Oui, vous. Voilà, plus près, voilà. Okay. Parlez. Oui, vous parliez tout à l'heure des efforts que les agriculteurs bio doivent faire pour améliorer leur performance. Mais est-ce qu'il n'y a pas des efforts aussi à faire, par exemple, par le secteur public, des incitations, par exemple, on parle de la TVA, des produits bio. Est-ce qu'on pourrait pas baisser la TVA ou d'autres incitations qui permettraient peut-être pas de pénaliser les agriculteurs conventionnels, mais en tout cas qui permettraient de vraiment d'avoir un réel avantage du bio et est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il y a des leviers pour justement faire en sorte que ça puisse réellement advenir? Oui, et est-ce que c'est pas, pour aller encore plus loin que la question de madame, est-ce que c'est pas une stratégie gagnant-gagnant? On baisse par exemple la TVA sur les produits bio, les gens se nourrissent mieux, donc quelque part les dépenses de santé baissent, donc on s'y retrouve à peu près, non, Martin? Merci pour la Ou c'est des comptes d'apothicaire? Et je vais vous donner un exemple très précis qui illustre aussi, il en est quoi de la réalité du débouché politique aujourd'hui pour la bio par rapport aux forces politiques en présence. Les mutuelles engagées sur le sujet des pesticides et de la bio ont organisé une table ronde en mai 2024 avant les élections européennes. Comme on a un ADN, les mutuelles, basé sur la démocratie, l'entraide et la non-lucrativité, on a pris la décision qu'on ne souhaitait pas inviter l'extrême droite dans cette table ronde. Tous les autres partis politiques ont été invités par rapport à nos demandes pour une France et une Europe 100% agroécologique, augmenter les cantines bio, etc. Quelles ont été les réponses des candidats présents? Les Républicains, la liberté totale aux entrepreneurs de faire les pratiques qu'ils veulent. Le camp, la République en marche, Renaissance, le gouvernement, etc. Ce qu'on appelle le bloc central. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Et ce qu'on va appeler le bloc écolo de gauche, à fond pour. Alors ça peut être baisser la TVA, ça peut être généraliser donc les ordonnances vertes pour les femmes enceintes, etc. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité? C'est que en fait, le bloc politique qui peut offrir un débouché à la bio, il est faible. Il est très faible. Donc moi, j'ai plutôt envie qu'on s'intéresse de manière stratégique
à qu'est-ce qu'on peut gagner dans un contexte hostile. Donc comment on va compter le plus possible sur les plus motivés, parce que aujourd'hui c'est très peu probable que le budget 2026 qui est en discussion à l'Assemblée nationale, c'est pas un budget qui prévoit du tout de baisser la TVA sur le bio. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau européen, c'est qu'on a l'équivalent d'une union. En France, on a des fois des majorités, le bloc central et droite extrême droite, et au niveau européen l'équivalent, à tel point que sur la bio, c'est vraiment, ça fait froid dans le dos, mais là, il y a une proposition du commissaire européen à la santé de faire en sorte que quand il y a des pesticides autorisés, ils le soient de manière éternelle. Qu'il n'y ait pas un renouvellement tous les 5 ans ou 10 ans, etc. C'est pour vous dire à quel point il y a des reculs massifs. Donc, dans un contexte hostile, en fait, comment on s'entraide, on se serre les coudes, on se donne des objectifs atteignables. Et donc, voilà, moi, c'est davantage ça, parce qu'il peut y avoir des laboratoires politiques qui font des choses formidables, comme à Strasbourg, je crois à Limoges et dans d'autres communes, ça voit le jour. Mais au niveau de la politique nationale et européenne, il y a beaucoup d'hostilité et on n'a pas d'alliés majeurs quand même. Hein. Marie-Françoise, moi, Oui. Est-ce qu'on va parler après de ce qu'on pourrait faire, justement? Oui. Allez-y, allez-y. Non, mais je vais d'abord répondre à la question de la dame. Bien sûr. Souvent, on nous dit, vous êtes super aidés. Alors, il y a d'autres gens qui disent, non, vous n'êtes pas assez aidés. Mais on a ça aussi à subir, entre guillemets. Donc, souvent, c'est parce qu'on ne sait pas. Les gens ne savent pas vraiment. Donc, je fais un petit résumé en 3 minutes des vraies aides que l'on reçoit, dans lesquelles il va y avoir le fameux crédit d'impôt. Donc, il y a des aides à la conversion. Ça, c'est clair. Les aides à la conversion, elles sont pas remises en cause. Ce qui a été remis en cause et qui n'existe plus, c'est les aides au maintien. Le maintien de la bio. Quand on a choisi de se convertir, qu'on a revisité le système, qu'on a essuyé des plâtres, qu'on a chuté les rendements, etc. Donc, du coup, pendant ce temps-là, on a la conversion. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, nos collègues avaient eu aussi une aide au maintien pendant quelques années. Ça leur permettait au moins, en général, d'avoir un salarié à mi-temps qui était payé pour aider au surcroît de travail. Ensuite, ça a été remplacé par le crédit d'impôt. Donc, je vais rejoindre ce que tu as dit. Le crédit d'impôt, ça fait 1 an ou 2 qu'on l'a. En gros, c'est 5 000 € par personne active à temps plein. Il a été redemandé parce qu'il faut le quémander tous les ans. Donc, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui fait un boulot formidable avec les CIVAM, etc., a redéposé donc une demande auprès de l'Assemblée nationale pour le crédit d'impôt, voire même l'accroître, puisque l'État avait fait d'énormes économies sur la conversion, puisqu'il y a très peu d'agriculteurs en ce moment qui veulent se convertir à la bio, confère ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur le vote politique, c'est très clair. On a obtenu à l'Assemblée nationale, il reste le Sénat, le crédit d'impôt, son maintien et son accroissement à 6 000 €. On l'a obtenu grâce au bloc de gauche, grâce au centre et à quelques LR. Le Rassemblement national, je ne sais pas pourquoi, il a voté à l'unanimité contre le... C'est peut-être parce que vous les avez pas invités, je sais pas. Mais donc ils se sont vengés, ils étaient pas... Rassemblement national, unanimité contre le crédit d'impôt. Je sais pas quel signal ça donne. Je ne sais pas. Je connais pas. Donc après, et puis il y avait l'aide au prix, par les prix, mais qu'on n'a plus. Donc les réflexions sur la TVA sociale, moi je me suis jamais impliquée là-dedans encore. On peut en parler, je sais pas où ça en est. Mais inciter les consommateurs par le biais de l'achat, c'est une bonne idée. Mais inciter les agriculteurs à faire des progrès qui ne leur font pas peur, ça c'est un vrai sujet. Et les paiements pour services environnementaux ne rentrent pas encore dans l'équation économique, et ça c'est vraiment dommage, parce qu'il y a des agriculteurs qui ne demandent que ça, de faire des pas, mais des pas qui ne les mettent pas en danger. Les gens comme nous, ça ne représente pas 80% des agriculteurs. Nous on fait de la recherche sur l'autonomie, etc. On a perdu beaucoup d'argent pendant 25 ans. Je remercie évidemment les aides pour les aides que l'on a reçues, mais on a quand même pris des risques énormes. Et c'est un chemin qui n'est plus à faire, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, on ne gratifie pas les agriculteurs des efforts qu'ils sont prêts à faire. Et je sais que dans les Hauts-de-France, parce que j'y étais allée il y a 6 ou 7 ans à l'invitation du DRAF, je sais que dans les Hauts-de-France, il y a une politique régionale impulsée par la DRAF il y a 5 ou 6 ans. Le DRAF sortait du cabinet de Monsieur Le Foll, donc il avait des idées. Je ne sais pas où vous en êtes, mais effectivement, ça bouge. Mais il faut des incitations pour du pas à pas, mais on n'a pas de boussole, quoi. En ce moment,
Là, en ce moment, on n'a plus de boussole politique. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux avant qu'on conclue cette table ronde. Elle va être directe. On est foutu ou on peut renverser la vapeur aujourd'hui en matière de santé publique et de problématiques de santé liées à l'alimentation? Allez, Martin, vous commencez et Marie-Françoise ensuite. Pour les personnes qui auront la curiosité d'ouvrir le cadeau là que je vous ai fait, en fait, l'histoire des mutuelles, ce n'est qu'une histoire de rebond positif face à l'adversité. Depuis 5 siècles, ce n'est que ce message-là. La solidarité permet des vies dignes, permet de faire face aux aléas de la vie, la maladie, le décès, etc. Donc moi, j'ai confiance que on puisse relever les défis actuels. Par contre, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit audacieux. Et on a commencé à se serrer les coudes avec les mutuelles et des acteurs de la bio. Et j'espère qu'en 2026, on sera encore plus audacieux. Marie-Françoise, à votre tour. On est foutu ou on va s'en sortir? Non, on n'est pas foutu, mais on n'a que 10% des terres, c'est pas assez. Mais non, dans les actions qui portent quelque chose, tout le monde a un rôle à jouer. J'avais un peu prévu cette question pour le coup. Il y a les actions collectives citoyennes. Tous les relais que vous êtes ici, qui sont présents sur ces stands, vous êtes des relais entre nous, les agriculteurs, parce que vous transformez ou vous vendez des matières premières transformées en produits alimentaires, en compléments alimentaires, en produits de beauté, etc. L'action citoyenne est puissante. Moi, je donne une idée. C'est l'eau. Le premier aliment, c'est l'eau. Et les périmètres de captage en France, il y a un boulot incroyable à faire. Ça ne passera que par une action citoyenne à 2 ou 3 millions de signatures. Parce qu'on peut exiger, dans un premier temps, que les agriculteurs soient en bio ou pas en bio, avec des accompagnements qui tiennent la route, qui s'appellent particulières, par exemple des MAEC, des mesures agro-environnementales ciblées, ou bien des paiements pour services environnementaux. Tous les agriculteurs sont capables de comprendre que, pas forcément par leur faute aujourd'hui, mais par la responsabilité d'hier, parce qu'on ne savait pas tout ça, parce qu'il y a des lobbies en puissance, je ne le dénie pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'eau, c'est un enjeu crucial, et ça passera par la mobilisation citoyenne, parce que c'est pas compliqué à faire. Ce sont des périmètres définis. Donc les périmètres de captage doivent être sauvés, en France et en Europe, et il y a du boulot et on peut le faire. Il y a ça, il y a la commande publique. La commande publique est un puissant levier. Donc les trucs PAT là pour les cantines, etc. Donc là encore c'est citoyen parce que la commande publique c'est un outil puissant pour que les agriculteurs se disent on nous fait confiance, on peut faire des progrès. Je mets moins de phyto, je rentre dans des filières qui existent aujourd'hui à base intrants, etc. Soit grâce à des robots, soit grâce à de l'agronomie, soit grâce aux deux. Ce qu'il faut c'est qu'on avance tous, on aura plus de résultats si tout le monde fait un pas, plutôt que si on exige de tout le monde d'être en bio, parce que ça, ce sera trop compliqué. Mais par contre, il faut donner des signaux clairs pour que les gens, et particulièrement les jeunes agriculteurs, aient envie d'y aller avec des compensations. Il faut redonner du sens au métier pour les jeunes agriculteurs. Ah, mais les agriculteurs, aujourd'hui, qui se lancent, ils ont dans leur tête du sens. Pas forcément celui que vous avez dans votre tête, Monsieur Lefebvre, mais ils en ont. Mais non, mais parce que c'est pas le même sens. Aujourd'hui, ils veulent gagner leur vie, ils veulent partir en vacances, ils sont avec une conjointe ou un conjoint réciproquement qui n'est pas agriculteur, ils veulent avoir la même vie que tout le monde, donc ils cherchent comment être productifs. Donc, c'est pas forcément par la bio. Donc, il faut amener les paiements pour services environnementaux dans l'équation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et je vous rappelle que vous pouvez revisionner cette table ronde sur le site natexpo.com. À très bientôt. Et s'il y en a qui veulent discuter, continuer à discuter, on sera au stand F52 pour parler de la fabrique à sucre avec Sébastien. Merci.